Bonsoir à tous. Il est 18 heures et c'est un grand plaisir de vous accueillir pour ce webinaire spécial de l'Académie internationale d'hématologie clinique dédié à la maladie résiduelle dans le myélome. Je suis Mohamed Moti de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et c'est un immense plaisir ce soir d'avoir comme panéliste le professeur Hervé Avelloiseau de Toulouse, le professeur Thierry Facon du CHU de Lille, le professeur Cyril Touzeau du CHU de Nantes, le professeur Nizar Balis de l'Université de Calgary au Canada, parce qu'il y a des francophones au Canada, et last but not least, vous voyez, on fait en français, mais j'ai du mal à m'empêcher de faire des anglicismes, le professeur Jo Kers de Belgique. Et ce groupe d'experts va plancher dans je dirais, pour les 90 minutes qui suivent sur ce sujet avec différentes questions que nous avons préparées. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat ou en utilisant l'icône questions-réponses. Ça sera avec plaisir que je partagerai ces questions ou encore vos commentaires, vos suggestions. Si on a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à nous corriger avec les experts. Mais avant de lancer la discussion, en guise d'introduction, l'idée était de partir d'une publication récente qui a eu lieu, qui a été faite dans Blood. C'est un travail de l'équipe, enfin de coopératif international, hein, avec comme premier auteur Jesus San Miguel, mais comme auteur senior le docteur Balis, qui nous fait donc le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, et puis d'autres co-auteurs parmi nos panélistes ce soir. Le titre de cet article, hein, vous le voyez, maladie résiduelle soutenue, donc la négativité soutenue de la maladie résiduelle chez le myélome nouvellement diagnostiqué et l'impact du daratumumab dans les études très célèbres Maya et Alcyone. Donc, les études de malades âgés non éligibles à la greffe qui ont clairement transformé, je dirais, nos algorithmes thérapeutiques dans la prise en charge du myélome du sujet âgé. Alors, vous voyez l'abstract, hein, rassurez-vous, je ne vais pas vous le lire, mais simplement pour résumer le message, les auteurs ont pris donc les données de ces études prospectives randomisées de phase 3, Maya Alcyone, Maya qui a comparé l'énalidomide dexaméthasone au daratumumab l'énalidomide dexaméthasone, et Alcyone qui a comparé le daratumumab bortezomib melphalan prednisone à l'ancien entre guillemets Vista VMP bortezomib melphalan prednisone. Et dans le cadre de ces études, il était réalisé une mesure de la MRD à différents temps et les auteurs ont cherché à voir quelle est la corrélation, quel est l'impact pronostique d'avoir une MRD négative et durable dans le temps, dont chez les malades qui ont été traités dans ces deux protocoles. Et la conclusion, elle est assez robuste, en tout cas à mon avis, on verra ce qu'en pensent les experts, c'est que chez les patients non éligibles à la greffe, même si le taux de négativité de la MRD dans cette population, on va le discuter, il est peut-être un peu faible, mais en tout cas, les patients qui obtiennent une MRD négative et durable dans le temps vont bénéficier d'un devenir clinique amélioré. Et là, je ne crois pas qu'il y ait besoin que je passe beaucoup de temps à vous commenter ces courbes qui sont assez parlantes. Vous voyez bien, d'abord ici à gauche l'étude Maya, la courbe rouge, ce sont les malades
qui ont obtenu une MRD négative, peu importe le bras de traitement. C'est quand même assez impressionnant de voir à 4 ans, dans une population âgée où on a une PFS de l'ordre de 85%. C'est un peu moins bien dans Alcyone, mais on est quand même malgré tout de l'ordre de 65%. Alors mieux encore, alors j'ai sélectionné quelques courbes, hein, je ne vais pas vous faire tout le détail de l'article qui est déjà disponible, mais quand on regarde la MRD négative durable et quand les deux études sont mélangées, et vous voyez, par exemple, les patients qui ont une MRD négative au-delà de 12 mois, à 4 ans, on est de l'ordre de 80% de PFS. Donc, clairement, il y a un signal extrêmement important sur ce nouveau concept qu'on débat de plus en plus sur non seulement la négativité de la MRD dans le myélome, mais aussi le fait qu'elle soit durable dans le temps. Donc voilà pour l'introduction et à partir de ce moment-là, ce que ce groupe ce soir va débattre, ce sont différentes questions, je dirais, d'intérêt pratico-pratique, un impact pour notre pratique clinique, à savoir que sait-on de la MRD dans le myélome aujourd'hui, hein, on est mars 2022. Est-ce simplement un marqueur pronostic? Peut-on l'utiliser comme outil d'évaluation de la réponse après traitement ou même pour guider le traitement? Mais en réalité, comment mesurer la MRD? En d'autres termes, quelles sont les techniques disponibles? Quel est le seuil de mesure à adopter? Quelle est la fréquence des mesures? Bien évidemment, les avantages et inconvénients de tout ça. Troisième question que nous allons aborder, c'est celle, et vous savez que le myélome est une pathologie quand même assez particulière, puisque il n'y a pas que le substratum biologique, on a aussi une maladie de l'os, donc le rôle du TEP scan, mais aussi on entend beaucoup parler d'autres outils qui seraient non invasifs, comme la spectrométrie de masse. Alors, où nous en sommes avec tous ces outils par rapport à la MRD classique? Et puis, nous allons terminer avec, j'espère, quelques conseils, quelques recommandations sur l'utilisation de la MRD aujourd'hui, demain, et puis peut-être on va aborder différents scénarios de cas cliniques hein, que vous pouvez nous soumettre, ou en tout cas, je me ferai un plaisir de partager avec le groupe. Voilà, donc je vais m'arrêter là et encore une fois, bonsoir à tous et merci. Je vais faire la rotation, en tout cas tel que le groupe Les Experts apparaît sur mon écran. Donc merci à Lisa Balis, Cyril Touzeau, Hervé Avelloiseau, Joker et Thierry Facon de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Alors, je ne sais pas qui va se lancer. Aujourd'hui, ma première question à vous tous, et n'hésitez pas d'intervenir les uns et les autres si vous voulez rajouter des choses. L'aspect pronostic de la MRD aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de bien installé, robuste, et que c'est un chapitre clos? Qui veut se lancer? Je vois le sourire du professeur Facon. Oh, je peux... Thierry, ton micro n'est pas branché. Alors, je souriais, mais je n'avais pas branché mon micro. Il faut toujours que ce soit sur moi que ça tombe en premier. Bon, je crois, cela dit, que le côté pronostic de la MRD, c'est peut-être la partie la plus simple de toutes les questions que Mohamed veut poser ce soir, parce que il y a ce papier, enfin la différence des courbes de PFS, elle est, voilà, quand tu dis le hazard ratio est à 0,15, en fait ces courbes sont tellement éloignées. Il y a un autre papier sorti dans Blood
en février là, qui De reprend Michele Cavo. voilà, avec Michele mélange. Cavo, qui poule aussi les études Pollux et Castor de rechute. Et donc, et d'ailleurs, cet article de Michele Cavo s'appelle Valeur pronostic 2. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit pronostic. Après, il y a d'autres questions plus compliquées sur l'usage, sur lesquelles on reviendra, mais pas pour faire simple, c'est pronostic, oui. Mais alors, je ne sais pas, qu'en pense Cyril, Hervé, Jo, Nizar? Allez-y. Allez, Jo. Donc, je pense effectivement que cette Je vois qu'on a un gradient nord-sud peut-être, c'est ça, hein. Après, on va passer à Nizar puisque c'est au nord. Donc, effectivement, je crois que c'est le pronostic le plus fort discuté. Maintenant, pour l'instant, à mon avis, c'est tout basé sur les données sur PFS et j'ai pas encore vu les données sur la survie globale, mais je peux me tromper. Et deuxièmement, oui, c'est qu'on ne sait pas encore très bien ce qu'il faut faire en pratique avec cette MRD négative ou positive. Mais ça, c'est une autre discussion, bien sûr. Mais Jo, si c'est pronostic, je dirais, c'est pas pour faire quelque chose. Le pronostic, c'est pour nous informer. Je sais très bien, bien sûr. Parce que ça ne pose aucun problème à nous tous de dire on va évaluer les LDH à la baseline, la bêta-2 microglobuline, la cytogénétique en tant que caractéristique pronostique. Et donc, pourquoi ne pas évaluer en cours de route la MRD à visée pronostique? Parce que souvent, quand on parle MRD, j'entends que c'est pour guider le traitement. On va venir à guider le traitement. Mais pourquoi ça ne serait pas uniquement à visée pronostique? Je ne sais pas, Nizar, Hervé, tu hoches la tête? Non, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, je crois que c'est particulièrement vrai pour les patients de haut risque cytogénétique. Je crois que les patients de haut risque cytogénétique, peut-être que la définition va changer un peu et peut-être qu'on va passer d'un système statique où on le fait une fois au diagnostic à regardant ensuite chez ces patients-là quelle est la MRD et peut-être qu'un patient de haut risque qui est capable d'atteindre une MRD négative, alors il faudra définir le seuil, peut-être qu'il n'est pas si de haut risque que ça et que ça c'est peut-être quelque chose qui est important. En particulier, si on veut partir sur des traitements agressifs, par exemple, comme la double greffe ou je ne sais quoi, peut-être que se servir dans ces cas-là, mais on y reviendra après, de la MRD, c'est peut-être important. Après, il y a juste, dans ce papier, mais comme dans beaucoup d'autres, quelque chose qui m'agace un peu, c'est de dire que la sustain MRD est importante. Mais on enfonce des portes ouvertes. Je veux dire, si on détecte plus de maladies, oui, les patients, ils vont mieux que chez les patients à qui on en trouve encore. Donc, tout le monde, et en particulier les industriels, poussent aujourd'hui pour la sustain MRD, mais bon, je pense qu'il sera plutôt important, c'est de faire des essais où on a une MRD négative, les patients perdent justement cette MRD négative, et à ce moment-là, commencer le traitement à ce moment-là, versus attendre la rechute classique, on va dire, biochimique, clinique, et voir si en OS, en fait, ça sert à quelque chose. Mais sinon, c'est évident, le patient, il est négatif, oui, il est négatif, et il va bien, il ira bien, quoi. Mais si je comprends bien, parce qu'il me semble que c'est la première fois où j'entends cette recommandation, Hervé, dans ce que tu dis, c'est-à-dire si demain j'ai un malade de haut risque cytogénétique, celui-là, il serait quand même intéressant en cours de traitement, peu importe comment je le traite, d'évaluer la MRD, parce que s'il reste MRD positif, c'est pas bon, en gros. Alors, encore une fois, il y a deux études qui ont rapporté ça, une étude espagnole et une étude de l'IFM. Et encore une fois, la définition de haut risque incluait des DLCP, mais aussi des 4-14. Et on sait que les 4-14, il y en a qui sont très mauvaises, mais la plupart sont quand même pas très mauvaises. Donc, dire qu'on obtient une maladie résiduelle négative chez une 4-14, je crois qu'il faut prendre ça quand même avec un peu de pincettes. Et bon, on retrouve les mêmes résultats dans les deux études, mais encore une fois, le nombre de patients réellement de haut risque, les vrais DLCP, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je crois qu'il faut rester encore prudent là-dessus. Je sais pas ce qu'en pense Nizar, mais les anomalies 1P, 1Q, par exemple, ça n'avait pas été regardé. Ça n'avait pas été regardé.
Nizar, justement, quelle est la température en Alberta à Calgary? Froide, elle est froide. C'est pas mal. Hier, c'était 8 degrés, alors c'est pas mal. Alors, je suis d'accord avec le professeur Facon, Joe et Hervé, bien sûr, mais l'important de ce papier, et je ne sais pas pourquoi Hervé est un peu taquiné pour ce point-là, qui est de voir le MRD soutenu, c'est très important. Parce qu'un patient qui est à high risk, qui fait le MRD à un point donné, mais qui la perd en 6 mois, il n'a pas un bon pronostic. Le challenge, le défi de MRD, c'est de comprendre pour les patients qui ont un bon risque, un standard risque. Ils sont par exemple MRD positifs et il y a des patients qui survivent 10, 12 ans, 15 ans sans avoir des problèmes avec un MRD positif. Une de mes patientes qui était diagnostiquée en 1970 avec le professeur Andy Anderson, je ne me rappelle plus le nom. Alexanian, oui, c'est ça. Elle avait des plasmacytomes partout. Elle n'est jamais arrivée à faire même remission complète. Alors, on doit comprendre, ce n'est pas seulement la MRD, c'est la MRD plus un peu de biologie, peut-être, que comme Hervé l'a dit, il faut comprendre à qui on doit avoir un MRD pour survivre et des patients qui n'ont pas besoin de faire ça. Mais par le mot, pour faire des choses simples, pour la majorité des patients, à venir à arriver à un MRD négatif, c'est pronostic, bien sûr. Et on discutera plus tard, la surrogatie, c'est surrogate pour prédire la survie. C'est un problème, ça. Merci beaucoup, Nizar. Et avant de passer à Cyril, je suis chargé de vous transmettre les salutations de Anne, qui est une patiente très active, qui est très heureuse de vous voir ce soir et d'assister. Et je salue bien sûr tous les malades qui suivent aussi ce webinaire. Alors, je ne sais plus en français si on dit webinar ou webinaire, mais bon, allez, c'est pas grave. Je ne sais pas si la loi tout bon va s'appliquer. Donc, on salue les malades et merci d'être là avec nous. Et sachez que votre maladie est au cœur de nos préoccupations et on mesure à quel point les malades, leur expérience dans cette terrible maladie est difficile et que, bien évidemment, le pronostic et la MRD, ce dont on a parlé, ce sont des avancées extrêmement importantes pour un futur proche, je pense. Cyril. Oui, on pourrait dire aussi que finalement, la qualité de la réponse en valeur pronostique dans le myélome et en hématologie, c'est pas nouveau et on a montré qu'évidemment, obtenir la très bonne réponse partielle, c'était important à une époque, puis la réponse complète. Maintenant, c'est la maladie résiduelle négative parce que les techniques ont évalué qu'effectivement, la valeur prédictive sur la survie sans progression et même la survie globale dans pas mal d'études, c'est à l'heure actuelle le meilleur marqueur. Ça a été montré en première ligne, en rechute. Ce que je trouve important, c'est que avec les progrès dans les traitements, maintenant, la durée de vie avant que la maladie ne réévolue, la survie sans progression est de plus en plus longue et on a besoin de marqueurs peut-être plus précoces pour peut-être en tirer des informations, peut-être traiter les patients différemment. Et ça, la MRD, ça semble quand même être un bon marqueur pour ça. Les techniques sont reproductibles, accessibles pour la plupart, montrées dans beaucoup d'études prospectives. Donc, on a là un bon marqueur robuste qui nous donne bien avant les paramètres comme la survie sans progression, mais des informations pronostiques. Et je pense que ce sera abordé plus tard. Mais là, je pense que sur la valeur pronostique de la MRD, il n'y a pas photo. C'est maintenant clairement démontré. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans les leucémies aiguës. Ça y est, on adapte les traitements pour. Alors, c'est le PET scan dans les lymphomes. On s'en sert en évaluation précoce pour adapter les traitements. Dans le myélome, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais il y a des essais qui vont peut-être démontrer ça. Mais... Parfait. Ben, il faut croire, chers amis, que vous êtes quand même très, très populaires, parce que je suis chargé aussi de vous transmettre les salutations et les remerciements de Myeloma Patient Europe. Et donc, Madame Solène Clavreul, j'espère que je prononce correctement. Et je sais à quel point Myeloma Patient Europe œuvre
pour les malades de myélome dans différents pays. Et merci beaucoup pour votre travaux et vos efforts au service des malades. Alors justement, Cyril, tu m'as fait une bonne transition sur l'histoire qu'au fur et à mesure, avec le temps, on est passé des anciens critères. Je me souviens des critères EBMT en 98 de Bladé. Après, on a inventé la VGPR. Après, la RC stringente. Et puis maintenant, elle est à la MRD. Donc, ma question, à nouveau à ce panel, c'est finalement, et la question est quand même d'actualité, puisque dans l'étude allemande HD7, qui a testé en induction l'isatuximab avec le VRD de mémoire, avait utilisé la MRD comme primary endpoint, donc comme objectif primaire, ce qui est la première fois que je voyais dans une étude de myélome de première ligne de tester ça. Est-ce que finalement, la MRD, là on a parlé du pronostic qui a l'air d'être bien installé comme rôle, est-ce que finalement, ne doit-on pas regarder la MRD pour évaluer la réponse des malades? Allez, on fait la même rotation, Thierry? On doit, alors je ne sais pas si on doit dire on doit, mais on peut en tout cas. Le point de Cyril est juste. Bon, quand on dit pourquoi la MRD, c'est pronostic, mais au bout du compte, tout ça c'est un continuum. Enfin, il a été rappelé que on a écrit un certain nombre de papiers pour dire que quand on obtenait une VGPR, on allait mieux, puis quand on obtenait une RC, on allait mieux. On a même écrit que quand on obtenait une RC maintenu, on allait mieux. Et donc, finalement, ce qu'on appelle MRD, c'est un niveau de réponse supplémentaire offert par de nouvelles techniques. Finalement, ça n'est rien d'autre que ça. Et il y a même différentes techniques. Donc, on dit on est capable d'aller chercher une cellule de myélome sur 100 000, une cellule de myélome sur 1 million. Et peut-être qu'un jour, on va nous dire on peut chercher une cellule de myélome sur 10 millions ou que sais-je. Et donc, plus on réduit la masse de maladie, plus les gens vont bien sur le court long. On pourrait dire la MRD ne pouvait pas ne pas être pronostic d'une certaine façon. Enfin, c'est une même histoire qui continue de s'écrire. Après, transformer la MRD, alors la raison pour laquelle nos collègues allemands ont pris la MRD comme point d'analyse primaire dans cette étude, bon, on pourrait leur poser la question, mais je pense que ça avait un intérêt effectivement, ça commence à faire rentrer dans la discussion et est-ce qu'on, alors là, pour le compte, on l'utilisait pas, on faisait juste que l'enregistrer, mais peut-être se dire un jour, est-ce qu'on peut l'utiliser? Et puis, c'est un point d'analyse extrêmement précoce, et donc, il atteste, si on est MRD négatif à la suite d'une induction, c'est pour le compte que votre traitement d'induction est un traitement extrêmement puissant. Et la question qui se pose après, c'est est-ce qu'on peut rester sous ce traitement-là? Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut en faire moins, etc. L'autre dimension de la discussion, c'est l'utilisation, quand on parle de point d'analyse, c'est la potentielle utilisation réglementaire de la MRD comme un endpoint, en fait. Et ça, comme on le sait tous, ça fait l'objet de beaucoup de débats entre nos collègues des agences de régulation, que ce soit l'agence américaine, canadienne, européenne. Et là, ce dossier n'est pas conclu. Enfin, je pense que dans le panel, il y a des gens qui en savent plus que moi, mais on sent bien qu'il y a des discussions méthodologiques fines quant à savoir si on peut faire de cette MRD un point d'analyse principal et par exemple un point d'analyse principal à vocation d'enregistrement de médicaments. C'est une discussion aussi différente, quoi. Il y a l'aspect pronostic, il y a l'aspect que pourrait-on en faire, comment pourrait-on l'utiliser, et il y a aussi, à côté de tout ça, je dirais, des aspects qui sont proprement réglementaires et qui pourraient avoir un jour un impact sur la mise sur le marché, enfin l'autorisation a priori précoce à ce moment-là d'un certain nombre de médicaments. Alors, on va parler ça peut-être dans les perspectives futures, parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, donc ma question elle est très basique, puisque Cyril a bien précisé qu'on ne fait que upgrader les niveaux de réponse, donc approfondir la réponse. Est-ce que Joe, demain en Belgique, vous êtes prêt à dire finalement toutes les RC peut-être elles ne sont pas équivalentes et je veux aller plus loin pour savoir le niveau de réponse de mon malade et je veux tester la MRD?
Je crois que oui, nous sommes probablement tous prêts pour évaluer ces maladies résiduelles. Maintenant, à l'heure actuelle, je trouve en routine assez difficile de donner ça une place. Peut-être pas vraiment pour les patients de bons pronostics. Et je crois que la MRD nous aide surtout à mieux identifier ces patients de bons pronostics. Mais surtout, qu'est-ce que je ferais avec un patient qui reste positive ou qui est MRD positive? Et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment une réponse pour ces patients-là. Et ce qui fait que certains médecins vont alors changer leur traitement pour quand même obtenir cette MRD négative qui devient une sorte de holy grail à rechercher. Et donc, là, je suis un peu coincé et je ne crois pas qu'on ait déjà une telle implication clinique. Et la MRD, à l'heure actuelle, je crois que c'est important dans les études cliniques et dans le design des études cliniques, d'être intéressant pour les firmes. Ça peut nous aider et peut-être conforter comme médecins, mais ça reste à ce niveau-là. À l'heure actuelle, on ne peut pas encore dire qu'il y a effectivement une implication dans notre prise en charge. Mais si, je ne veux pas être caricatural, Joe, mais c'est pas parce que je ne sais pas quoi faire d'un test ou d'une donnée que je dois faire la politique de l'autruche et pas le regarder. Parce que là, on a parlé sur l'aspect médical, mais je puis vous assurer à tous le nombre de fois où j'ai vu sur Twitter et sur les médias sociaux des malades annoncer, je dirais avec joie, qu'ils sont MRD négatifs. Alors peut-être, mais rien que cet aspect-là, c'est important. Enfin, c'est juste, j'essaie d'être provocateur, c'est mon rôle de modérateur. Non, je vous comprends, mais je vois que pour chaque patient qui est MRD négatif, il y en a probablement 2 qui restent positives. Et qu'est-ce que tu vas répondre au patient qui est MRD positive? Donc, s'il a un bon pronostic, comme le patient de Nizar, qui reste 20 ans avec une maladie stable, est-ce que dans ce cas-là, tu vas renforcer ton traitement? Je vais répondre avec les incertitudes que l'on connaît, peut-être. C'est Hervé, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je vais mettre le micro. Pour aller un peu contre ce que dit Nizar et Joe, dans la 2009, donc on avait fait de la MRD par NGS avec une sensibilité à 10-6. Donc, précision, IFM 2009, c'est l'étude randomisée du groupe IFM, VRD continu sans autogreffe et entretien versus VRD induction, autogreffe et consolidation entretien par VRD. Absolument. Et quand on regardait, en fait, quand on séparait les patients en fonction de leur négativité à donc une sensibilité de 10-6, donc une cellule plasmocytaire parmi 1 million de cellules médulaires normales, et en fait, les patients qui n'atteignaient pas cette MRD négative, à 4 ans, il n'y a que 10% des patients qui n'avaient pas rechuté. Donc, on a effectivement ces patients qui peuvent rester sans rechute assez longtemps en gardant une protéine monoclonale, mais ils sont quand même pas si nombreux que ça. Et c'est vrai que certains disent mon patient il revient au stade NGUS. Bon, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu gêné parce que pourquoi la plupart des patients, quand ils sont bien traités, ils obtiennent la rémission complète et ils ne reviennent pas au statut NGUS. Donc, je crois que ces patients qui gardent une maladie mesurable, y compris par électrophorèse, dans le temps et qui vont bien, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, je crois que l'objectif d'obtenir la CR, c'était depuis très longtemps, mais l'objectif d'obtenir une maladie résiduelle négative, alors après, on peut discuter du seuil, à 10-5, 10-6, on en discutera, mais je crois que c'est vraiment un objectif extrêmement important aujourd'hui. Alors, Thierry Facon va dire, dans Maya, on a très peu de maladies résiduelles négatives, et pourtant, la PFS médiane est à 5 ans. Mais peut-être que c'est un peu différent chez les patients en fait, qui ont un traitement continu, comme les patients âgés, on n'arrête jamais. Et ce traitement permet de maintenir un peu une pression sur le clone tumoral.
À l'inverse des patients jeunes chez qui on propose aujourd'hui une greffe, une consolidation, un entretien pendant 1 an ou 2 et on arrête. Et là, je crois que pour ces patients-là, l'obtention de la MRD quand même négative est très importante. Ok, ben Nizar, tu as le droit à la réponse. Hein. Oui, toujours d'accord avec Hervé, il a raison, mais aussi, Même quand il te contredit, tu es d'accord. non, il y a un point pour et il y a un point contre. Ce qu'on ne prend pas compte à ce moment-là avec le MRD, c'est le système immunitaire, parce que, comme disait Hervé, on a des patients qui ont, comme le Maya, qui sont jamais, il y a seulement 30% qui sont MRD négatifs et la survie est plus de 6 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe à ces patients-là? L'hypothèse que je pose, c'est le système immunitaire qui arrive à contrôler la maladie résiduelle. À ce moment-là, la formule qu'on prend, c'est seulement mesurer le burden, en français, le burden de la maladie. Le poids de la maladie. Oui, c'est ça. Mais on ne prend pas compte du système immunitaire. Il y a un papier qui a été publié quelques années auparavant par Bruno Pavia et qui a fait un peu le signal qu'il y a possiblement un système immunitaire qui contrôle cette maladie immunitaire. Et comme l'a dit Hervé, c'est ce qu'on parle de MGUS-like. Le MGUS-like, c'est un système immunitaire qui contrôle la maladie. Alors, c'est ça le problème. Avec le MRD, c'est une mesure seulement qui ne prend pas compte de l'environnement immunitaire. Mais je suis d'accord, pour faire les choses simples, il faut toujours mais il faut toujours viser comme objectif. Viser, c'est ça. Viser à faire le MRD pour tous les patients. Mais la question qui reste, alors, pour un patient âgé de 70 ans, 75 ans, qui n'a pas de rémission stringente, faut-il changer de traitement pour avoir un MRD négatif? Je ne pense pas, c'est difficile. C'est ça le challenge avec le MRD. Mais pour revenir à ta question en premier, Mohamed a dit que nos collègues allemands, ils font ces études avec le MRD en objectif premier, comme primary endpoint. C'est très important parce que seulement avec ça, on arrivera dans le futur à avoir l'approval des nouvelles thérapies, parce qu'avec la survie de 10 ans, 15 ans, ce serait vraiment difficile de faire des études et avoir les agences médicales to give us the approval pour ce traitement-là. Message bien reçu. Alors, qu'en pensent nos amis de l'Ouest, Cyril? Non, pas grand-chose à rajouter sur cette question. C'est vrai que c'est intéressant le côté environnement. Enfin, dans l'article que tu nous as présenté, Mohamed, je trouve intéressant de regarder la survie sans progression des patients MRD-, qu'ils aient eu DARA ou pas DARA. Ils sont en MRD-, même en MRD- prolongé dans le temps. Et en fait, on voit que les patients du bras DARA, ça se prolonge beaucoup plus longtemps. Alors, peut-être sur la pression sur le cône tumoral, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de données avec le traitement prolongé avec IMID, anti-CD38, peut-être tout un rôle sur l'environnement, les cellules myéloïdes suppressives, et que peut-être, alors qu'on est en MRD-, quand même, tel ou tel traitement IMID, anti-CD38 prolongé vont maintenir beaucoup plus longtemps et éviter la rechute. Peut-être pas que sur la cellule tumorale, alors ça n'enlève pas le rôle pronostic de la maladie résiduelle, mais c'est vrai que je pense que la maladie résiduelle, à un temps donné, nous donne la qualité de notre traitement sur la diminution de la masse tumorale, et qu'il y a évidemment bien d'autres choses sur le contrôle à long terme, et notamment l'environnement. Et donc, c'est sûr qu'on a besoin d'autres facteurs probablement, mais encore une fois, la MRD, indiscutablement, est négative, en tout cas, est un excellent point à atteindre chez nos patients. Très bien. Justement, vous avez, a priori, il y a quand même un peu d'enthousiasme, j'ai l'impression, pour la MRD, même si il y a des subtilités qu'il faudra résoudre. Sinon, de manière, si c'était aussi simple, on ne serait pas là. Pas d'émission. Oui, le problème aurait été très, très simple. Alors justement, Hervé, tu as fait la remarque par rapport
aux techniques de mesure. Alors, est-ce qu'on peut clarifier pour tous les collègues, ils sont vraiment très nombreux ce soir, quelles sont aujourd'hui les techniques dont on dispose pour la MRD? Alors, peut-être on peut éviter de revenir à la PCR personnalisée qui avait été publiée dans Blood il y a 25 ans, après allogreffe pour le myélome. Mais aujourd'hui, les deux grandes techniques, si tu peux nous les rappeler, le principe, leur capacité, à quelle profondeur ça peut descendre, et les avantages et inconvénients, et puis on demandera l'avis des collègues cliniciens aussi. Oui, donc globalement, il y a donc, comme tu le dis, deux techniques. Donc la cytométrie en flux, donc les Espagnols appellent maintenant NGF pour Next Generation Flow, et puis le séquençage à haut débit, donc le NGS. Si on regarde les papiers publiés, les deux techniques ont la même sensibilité, c'est-à-dire qu'elles sont capables de détecter une cellule plasmocytaire parmi 1 million de cellules normales de la moelle osseuse. Alors, peut-être que Nizar me contredira, mais pour en avoir beaucoup discuté avec des collègues européens, honnêtement, atteindre 10-6 avec de la cytométrie en flux, personne en dehors de l'Espagne n'est capable de le faire, simplement parce que pour atteindre cette sensibilité, il faut analyser 10 à 20 millions de cellules. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant le cytomètre pendant 4 heures pour passer. Et en fait, personne ne fait ça. Donc en France, en tout cas, et dans la plupart des pays d'Europe, en dehors de l'Espagne, on s'arrête à 10-5, c'est-à-dire qu'on analyse 2 à 3 millions de cellules. Et après, si on compare, les deux techniques sont parfaitement superposables, à la condition quand même qu'en cytométrie en particulier, les cellules soient analysées assez rapidement, puisque les plasmocytes meurent. Et en particulier, on l'a constaté dans Cassiopée, où il y avait une centralisation. Mais en fait, la maladie résiduelle par cytométrie est toujours inférieure à la maladie résiduelle par NGS, simplement parce que pour la cytométrie, il faut avoir des plasmocytes vivants pour les voir, alors que le NGS travaille sur de l'ADN et on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Mais si vous faites de la cytométrie dans votre centre, c'est-à-dire que vous ponctionnez le patient et c'est analysé 3 heures après dans votre laboratoire, il n'y a vraiment aucune différence. Après, la question, c'est, j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat, faut-il associer le TEP scan pour essayer d'avoir une meilleure sensibilité? Alors, j'allais revenir au PET scan un peu après. Après, d'accord. Et je laisserai Cyril répondre, puisqu'il a regardé en fait sur Cassiopée. Donc voilà, donc après, Nizar, toi, je ne sais pas quelle technique tu fais au Canada, ou Joe, quelle technique vous faites en Belgique. Nous, on centralise beaucoup à Toulouse pour faire du NGS avec la technique adaptive, mais je sais que beaucoup de centres le font localement par cytométrie, et personnellement, je n'ai pas de souci avec ça. Mais là où effectivement tu soulèves un problème, et j'ai fait ça pendant mon DEA il y a quelques années, analyser 20 millions de cellules sur le cytomètre, même avec les machines les plus modernes et les plus rapides, il faut un certain temps, et encore faut-il avoir le matériel quand même. En plus. Même si on est motivé pour rester un peu de temps, alors peut-être pas 3 heures, mais en tout cas… Si, je crois que honnêtement, hein, c'est… pour les faire passer, et je ne compte pas l'analyse derrière, hein, juste, et donc, en Espagne, ils ont des cytomètres dédiés, en fait, ils font ça à la chaîne, quoi. Après, ça fait pas beaucoup de malades par jour, hein, si on doit faire ça de routine. Alors, Nizar, au Canada, toi, qu'est-ce que tu utilises comme technique? Qu'est-ce que tu recommandes? Encore une fois, je suis d'accord avec Hervé. Je pense que le NGS, en pratique, est plus sensitif du flow cytométrie comme un test pour des choses pratiques que Hervé a posées. Mais si tu vois les études publiées avec Bruno qui fait le flow cytométrie avec les meilleures plateformes, les résultats sont pareils. Mais à dire en vie réelle, en pratique, le NGS, c'est plus sensitif comme un test. Au Canada, malheureusement, on n'a pas d'accès au clone-seq. Alors, on fait seulement le flow cytométrie à ce moment-là. Avec le problème qu'on ne peut pas faire le flow de 20 000 cellules, on fait seulement 3 millions de cellules, 4 millions de cellules, avec une sensibilité qui varie de 10-4 à 10-5. Alors, ce n'est pas parfait, mais on n'a pas l'accès au NGS, à exception des études dans les études cliniques.
Alors, Jo, en Belgique, vous faites aussi de la cytométrie en flux. Et là, ce que j'entends de Nizar, il y a une information, c'est que non seulement c'est peut-être pas 10-6, 10-6, pardon, mais tu parles aussi de 10-4, ce qui est vraiment médiocre, enfin, entre nous. Ça dépend du nombre de cellules que tu peux faire le test. Hein. D'accord. Jo? Puis en Belgique, il y a différents centres. Certains sont plus orientés vers cytométrie de flux. Et dans notre centre à Liège, on a accès aux deux. Sauf que chez nous aussi, ils parlent de 10-4, 10-5 pour la cytométrie de flux. Par contre, NGS, ça semble mieux, mais là, il faut toujours avoir ton échantillon de base pour surveiller ou poursuivre. Donc, on a accès aux deux. Ils sont pas encore remboursés par le gouvernement. Ils sont en train d'être négociés à l'heure actuelle. Alors effectivement, là tu soulèves, Jo, effectivement parmi la question des avantages et inconvénients. Alors clairement, la problématique du seuil, elle est très très en faveur du NGS. Alors c'est vrai que nous, en plus, en France, on a la chance d'avoir le laboratoire de Toulouse qui nous rend ce service et cette prestation. Avec la cytométrie en flux, on est quand même, malgré, je dirais, les affirmations de nos collègues espagnols, le 10-6 est bien loin d'être une réalité. Mais aussi, il y a aussi la faisabilité. Alors, bien évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de faire un myélogramme, mais je crois que les deux techniques nécessitent un myélogramme, et ça, c'est vrai, nos malades ne l'apprécient pas toujours, mais on les comprend. Mais aussi, il y a cette histoire, effectivement, que pour le NGS, il y a besoin d'un échantillon à la base qui va permettre de déterminer la séquence, hein, tu me corriges, Hervé, pour pouvoir suivre. Alors que la cytométrie en flux, on peut le faire à tout moment, n'importe quel malade. Alors justement, par rapport au seuil, Cyril, puisqu'on a parlé 10-4, 10-5 et 10-6, moi j'ai l'impression que 10-6, c'est quand même le gold standard à adopter de plus en plus. Oui, bon, on en revient un petit peu à nos seuils de tout à l'heure, VGPR, RC stringente, 10-4, 10-5, 10-6. Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, le 10-6 est le seuil le plus pronostique. Alors, c'est vrai, quand on compare, ça avait été fait dans l'essai IFM 2009 par Hervé, quand on voit 10-5, 10-6, la courbe 10-6 neg est un peu meilleure que 10-5. MRD-10-5, c'est quand même très pronostique. Donc, je pense qu'on en revient toujours à quelle information pronostique on obtient. Je pense que MRD-10.5, c'est bien, c'est de bons pronostics. C'est un peu mieux si c'est 10-6. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que oui, le meilleur seuil actuel qui prédit la meilleure survie sans progression reste le 10-6. Et la technique pour l'obtenir, c'est beaucoup plus simple avec le NGS, comme le disait Hervé et Nizar. Alors Thierry, merci Cyril, en tant qu'utilisateur potentiel, quelle est ton opinion si tu dois l'utiliser sur le seuil, même si j'ai l'impression que Cyril est assez convaincant avec son 10-6, mais aussi la fréquence des mesures, à quel moment mesurer? Peut-être on peut aborder ce chapitre de à quel moment, en fonction de quel profil de malade. Alors, il y a une question. La première question est simple, la deuxième n'est pas simple. La première, elle est simple parce qu'on pourrait presque dire, un clinicien pourrait dire, écoutez, il y a des spécialistes de la cytométrie de flux, je n'en fais pas partie, ça m'est égal. Après tout, moi, comme clinicien, je veux quelqu'un qui puisse me garantir au moins 10-5. Et il utilise la technique A ou la technique B ou la technique C, mais voilà, mon besoin clinique, je considère que 10-4 n'est pas optimal. 10-4 nous met dans un entre-deux entre la RC traditionnelle et la bonne MRD au sens du papier par lequel tu as commencé. Et donc 10-4 ne me va pas. Toute technique qui me garantirait au moins 10-5, voilà, me va bien en ce sens. J'ai l'impression que, et c'est les experts du panel le confirment, que finalement, la nature allant plutôt vers des choses simples, je crois que le NGS produit ça
est plus simple d'utiliser. Bon, il y a à utiliser, il y a cette nécessité de l'échantillon de départ, mais bon, après tout, ça fait quand même partie de la culture dans beaucoup d'endroits d'avoir un échantillon de départ de MRD. Donc, alors après, ton autre question, c'est pour quelle utilisation, C'est la fréquence. La fréquence. Ah oui, la fréquence. Alors la fréquence, ça renvoie à des questions. Enfin, fréquence, c'est aussi la question de l'usage, de qu'est-ce qu'on va vouloir en faire, enfin, quelle inflexion on pourrait éventuellement donner. Thierry, imaginons des scénarios théoriques. À savoir, on va prendre le malade âgé. Voilà, alors demain, j'allais dire, la MRD est disponible. Ta question, elle est, si on prend fréquence, on rejoint les algorithmes, enfin les façons de traiter des gens plus jeunes et des gens plus âgés. Et les gens plus jeunes, ils ont un traitement qui aujourd'hui encore est rythmé, on va dire, par de l'intensification. Donc en fait, on pressent bien que alors, en essayant quand même de ne pas multiplier trop les prélèvements médulaires, qui sont quand même pas des expériences superbes pour les patients, que dans le contexte d'un traitement intensif, il y aura un point éventuellement après l'induction, un point après la consolidation, et puis après un point qu'on pourra définir comme voilà, une fois tous les. Alors est-ce qu'on fait une fois tous les 6 mois, est-ce qu'on fait une fois tous les ans? Bon, c'est toujours. Mais enfin, le rythme est un peu en lien avec le schéma thérapeutique. Chez les gens âgés, c'est finalement plus compliqué. Enfin, on est dans des modèles de traitement continu, enfin, de traitement qui sont souvent les mêmes et qui se déroulent au fil du temps. Donc, si on dit on fait comment la MRD d'un patient qui reçoit daratumab, lénalidomide et dexaméthasone, bah écoute, je sais pas. Enfin, ça poserait la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment la faire, si on l'a fait pour faire, enfin là la question ouvre tous les tiroirs en fait. Mais après, si on conçoit mal d'aller faire subir à des gens âgés, si tant est qu'on veuille faire de la MRD avec un schéma comme le DRD, on se dit qu'on va pas envoyer non plus les gens au prélèvement médulaire tous les 3 mois. Donc en gros, ça veut dire que tous les ans, on fait un point d'MRD. Enfin, j'aurais tendance à dire quelque chose comme ça, parce que, dans une situation hors investigation thérapeutique, etc. Mais ça rejoint. Dans ta question, il y a qu'est-ce qu'on veut en faire, en fait. Oui, bah, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est un peu les perspectives dans un avenir proche, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas illicite totalement de dire qu'après 1 an de traitement. Oui, c'est un point raisonnable, on va dire. Oui. Alors, je ne sais pas, Hervé. Mohamed, je ne sais pas si Nizar et Joe ils traitent les patients avec leucémie, mais toi, Mohamed, tu le fais ou tu l'as fait. Dans les leucémies, vous faites un myélogramme quasiment tous les jours. Donc, si on explique aux patients pourquoi est-ce qu'on doit faire un myélogramme, je pense qu'ils le comprennent. Bon, bien entendu, on ne va pas en faire tous les mois ou tous les 3 mois, mais peut-être que tous les 6 mois ou tous les ans en fonction. Si on explique bien aux patients pourquoi, je pense que c'est faisable. Si dans les leucémies, c'est accepté, pourquoi dans le myélome, ça ne passerait pas? Après, enfin, je suis d'accord avec Hervé. Après, l'autre point, c'est quand on dit on fait un point d'MRD à 1 an, par exemple, ça suppose qu'on fait un point d'MRD chez des gens qui sont déjà en très bonne réponse sur des données d'électrophorèse, parce que si quelqu'un est en réponse partielle à 1 an, on ne voit pas pourquoi on lui ferait subir un myélogramme pour lui faire une MRD. Donc, on va dire, ça peut mériter d'être vérifié chez des gens qui sont dans des situations de réponse complète ou très proches de réponse complète, et à ce moment-là, ça vaut la peine ou ça peut valoir la peine d'aller regarder jusqu'à quel point bas de maladie ils sont descendus, quoi. Donc, alors ici, on a une question que je vais orienter vers Hervé, puisque peut-être on va mettre ça dans le contexte franco-français, sur le coût. Alors je sais, en Belgique, c'est pas pris en charge. Nizar a dit au Canada, c'est pas pris en charge, et je crois que même en France, c'est pas pris en charge entre guillemets. Hein. Mais globalement, est-ce qu'on a une estimation, parce qu'on a une question là-dessus, du coût approximatif entre la différence entre NGS et cytométrie en flux, parce que c'est vrai, souvent on parle de la cytométrie en flux comme étant un truc facile. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tous nos hôpitaux, ils ont des cytomètres, ils ont des techniciens, ils ont des laboratoires,
Mais en fait, si je calcule le salaire des techniciens, l'amortissement du cytomètre, le coût des anticorps, contrairement à ce qu'on me dit, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit, mais alors, juste un point avant, je crois qu'il ne faudrait pas non plus imaginer que parce qu'on a un cytomètre dans le garage, on est capable de faire de la MRD. Enfin, je veux dire, tout laboratoire n'est pas capable de faire. Il faut quand même de l'expérience, de la formation, et donc je crois qu'il faut quand même être prudent là-dessus. Ensuite, sur les coûts, le problème de la cytométrie, c'est qu'elle est très sous-cotée, et je crois que c'est remboursé de l'ordre de 100 euros. Si on prend le NGS avec la technique clonoSEQ, alors en France, on a un système très particulier qui s'appelle le RIHN pour les actes innovants. Et en fait, ça coûte de l'ordre de 850 euros, sachant que la moitié est remboursée à vos hôpitaux par le gouvernement et donc reste à la charge de votre hôpital environ 400-450 euros par test. Alors, sachant que quand on regarde le coût des médicaments qu'on utilise, c'est assez faible. Alors, on a une autre question de notre collègue Ali Amani qui se pose la question de l'accessibilité. Mais tu viens de dire tout à l'heure, Hervé, que ta plateforme est prête à accueillir tous les prélèvements. On peut le confirmer, encore une fois, il faut qu'on ait eu le prélèvement de départ, ou alors si on ne l'a pas eu, il faut que le clinicien se mette en rapport avec son laboratoire local pour qu'il nous envoie soit une lame de myélogramme, soit des cellules congelées ou autres au moment du diagnostic. Mais des lames de myélogramme fonctionnent très bien, quoi. Donc, c'est accessible. Bon, après, il y en a pour 400 euros pour votre hôpital. Alors, selon les directions des hôpitaux, certains autorisent, d'autres n'autorisent pas. Enfin, bon, c'est fonction de… Nizar, quels sont les arguments utilisés au Canada pour ne pas prendre en charge, par exemple, le coût de la MRD, alors qu'on sait que maintenant, avec le coût des traitements qu'on utilise dans le myélome, tous ces tests, leur coût, il est modeste globalement. Quand je vois le coût d'une cure de DARA-VRD en induction, quels sont les arguments? C'est simplement un argument économique. Ça va ajouter au prix des tests. Il n'y a pas d'argument médical. Mais comme tu l'as dit, Mohamed, si on était plus intelligent, et si dans le prochain futur, on va dire à un patient qui est sur DRD, par exemple, si vous avez un MRD soutenu pour 12 mois, on pourra arrêter le Revlimid, par exemple. Ça serait beaucoup plus économique. Mais on n'est pas là. C'est ça que j'allais dire auparavant, et comme disait le professeur Facon, parce que, par exemple, on a un patient âgé qui est sur DRD. En fin de 12 mois, on fait les MRD et les MRD positifs. Qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, au Canada, on va le changer de RD, on va lui donner le Cyclodex, et c'est un traitement qui est pire. Afin que nous avions le CAR T-cell ou les anticorps bispécifiques, je ne vois pas le point pour un patient âgé qui se DRD à ce moment-là d'examiner les MRD parce qu'on n'a rien à lui offrir pour traitement. Mais ça va changer prochainement. Quand on a le CAR T-cell, quand on a le bispécifique, oui, ça vaut la peine. Parce que même un patient DRD qui n'est pas en MRD négatif, je pense qu'il faut changer pour donner un CAR T-cell ou pour donner un anticorps bispécifique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le test si on le fait. Pour un patient plus jeune, c'est différent parce qu'on discute consolidation, on discute double graphe, on discute faire le maintenance plus prolongée, quelque chose comme ça. Mais un patient qui reçoit déjà le DRD, on n'a rien à lui offrir. Alors, il y a une petite subtilité, si je peux me permettre, et après je donne le micro à Thierry. Quand on parle sujet âgé, je pense qu'il y a sujet âgé et sujet âgé. Un malade qui a 70 ans aujourd'hui, en principe, hors myélome, il a une espérance de vie de 14 ans supplémentaires. Donc, vous voyez, ça fait long, hein, 15 ans. Quand il a 80 ans, il lui reste quand même 6 ans d'après les ABAC. Alors, hors myélome, bien évidemment, mais il y a des petites subtilités, je pense, Thierry. C'est un point. La MRD, c'est une discussion qui peut être riche, qui peut comporter une partie réglementaire, qui peut comporter une partie un peu philosophique. Et finalement, on est en train d'y arriver, quoi. En caricaturant, si on est diagnostiqué avec un myélome à 40 ans, on ne pourra pas aller bien sur le long cours sans être MRD négatif. Bon.
On ne pourra pas guérir sans passer par la MRD. Alors après, on trouvera toujours un patient qui aura été 20 ans tranquille, mais bon, on va rester là. Mais La guérison, l'espérance de vie est compromise quand on a voilà. le myélome à Quand 40 on a ans. le myélome à 40 ans, on a une espérance de vie très compromise. Et donc, le succès thérapeutique, le fait d'aller bien sur le long cours, le fait peut-être un jour de guérir de cette maladie passe par la négativité de la MRD. Le besoin de MRD négativité, il n'est pas le même à 80 ans. Et donc, on peut, à 80 ans, on commence à questionner pas forcément la guérison au sens de la disparition de la dernière cellule et de l'éradication de maladies, on commence à discuter finalement ce qu'on appelle classiquement la guérison opérationnelle, en fait le fait qu'on va contrôler de la maladie de façon durable et les gens vont mourir d'autre chose. Bon. C'est peut-être ce qu'on est en train de commencer à voir avec les schémas de maintenant. Et donc, un patient, et c'est aussi ce que dit l'étude Maya d'une certaine façon, où il y a pas tant que ça de patients qui sont MRD négatifs, mais où les patients vont quand même globalement plutôt bien, avec une médiane de survie sans progression qui est au-delà de 5 ans. Donc, en fait, le besoin d'MRD négativité à 80 ans, ce n'est pas exactement le même qu'à 40 ans. Alors après, il y a tous les intermédiaires et il y a la beauté de la discussion. Mais c'est un point qui est quand même et alors, ça renvoie à des points évoqués par Nizar, c'est que, par exemple, quand on est sous DRD, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui est sous DRD, qui est en VGPR, qui tolère particulièrement bien son traitement, qui n'est par définition pas MRD négatif? En fait, ce patient va peut-être être capable il va peut-être rechuter dans 6 ans, et il va peut-être à ce moment-là avoir un inhibiteur de protéasome et aller bien pendant à nouveau quelques années. Et peut-être que ce patient ne va pas décéder de myélome en n'ayant pas été MRD négatif. Donc, bon, on ne connaît pas toutes ces choses-là, mais ça suggère voilà, quelqu'un de. Et puis du DRD à 80 ans, escalader du DRD aujourd'hui, c'est compliqué en fait. Par contre, si on a 40 ans et on reçoit du VRD, voire du DVRD et qu'on n'est pas MRD négatif, on peut rentrer dans des stratégies différentes d'escalade ou de différenciation du traitement. Donc, finalement, cette MRD, elle nous renvoie à des choses très classiques et traditionnelles de la prise en charge du myélome, mais par exemple à la différence entre les gens âgés et les gens jeunes, avec toutes les Mais nuances qu'on peut y mettre en fait. Thierry, si je veux être provocateur, peut-être tu dis à juste titre que DRD 80 ans, mes options d'escalade thérapeutique sont limitées, mais on peut le voir sur un plan pharmacoéconomique, mais aussi sur le plan du vécu du malade, qui quand même Enfin, j'ai rarement rencontré des malades qui me réclament des traitements en continu. On peut le voir dans le sens de la désescalade et dire que mon malade de 80 ans à qui j'ai fait du DRD pendant 1 an et que là j'ai des données fiables que la MRD négative m'autorise à arrêter le traitement, il y a quand même un gain Oui. énorme. Pour l'instant, on ne les a pas. En fait, les protocoles qui interrogent les conduites différenciées, randomisées sur la négativité de la MRD n'ont pas encore produit véritablement leurs résultats. Mais un jour, ils vont finir par les produire. Et ton point, mais à point provocateur, je vais t'en renvoyer à un autre provocateur. Dans le papier que tu as montré, tu as dit, voilà, là, il y a l'étude Maya. Il y a des gens, ils sont MRD négatifs. Alors, ils ne sont pas super nombreux, mais voilà, il y en a quand même un certain nombre. Ces gens-là, à 5 ans, leur PFS est à 85%. Et donc, on peut très bien prendre l'option que tu cites et que Nizar a évoquée, de dire, bon, bah, écoutez, ils sont MRD négatifs, on va arrêter à un terme qu'on définira. Mais si on veut renvoyer la question, si le patient tolère bien, après on a un argument économique, mais si on continue chez ces gens-là, peut-être que ces gens-là sont des gens authentiquement guéris, ou alors qui vont vraiment ne pas rechuter de myélome dans le temps à vivre qui leur reste en fait. Donc la notion de l'arbitrage d'arrêt contre poursuite, il est aussi nuancé par l'âge des patients, l'espérance de vie qu'ils peuvent avoir, la tolérance au traitement qu'ils peuvent avoir et le souhait qu'ils peuvent avoir, en même temps que des considérations médico-économiques qui évidemment existent, quoi. Donc c'est un beau sujet, un long sujet, mais c'est pas
à mon avis, on n'est pas au bout de cette réflexion parce qu'on n'a pas toutes les données, je pense. En fait. Alors, mais ça va encore se compliquer, les amis, parce que je vais lancer le débat sur non seulement la MRD biologique, mais aussi le rôle du TEP-scan et peut-être d'autres outils. Alors, je vais donner la parole à Cyril parce qu'effectivement, il a analysé dans l'étude Cassiope, de mémoire, la valeur du PET et puis d'autres études. Et d'ailleurs, on a une question d'un participant ou d'une participante par rapport, finalement, le PET scan, lui, il est non invasif. Pourquoi on ne me suit pas ma maladie avec du PET régulièrement? Alors, je ne suis pas sûr que nos machines de PET scan seraient disponibles pour un suivi aussi fréquent des maladies. Peux-tu nous faire un petit résumé de la situation du rôle du TEP scan, Cyril, et la valeur ajoutée plus ou moins par rapport à la MRD? Les quelques rares détracteurs de la MRD disent que évidemment, ça reflète la maladie là où on vient la chercher, c'est-à-dire à un point particulier du squelette. On sait que c'est parfois hétérogène et que donc c'est une vision biaisée des choses. Bon, on pourrait répondre vite que si c'était aussi mauvais et biaisé et reflet d'une maladie hétérogène, ça n'aurait pas le poids pronostic qu'elle a. Donc, c'est probablement des critiques un peu sévères. Cela dit, c'est vrai que le PET scan a l'avantage d'une imagerie corps entier. On sait que c'est une technique quand même très sensible, qui est un TEP scan est anormal dans plus de 90% des patients atteints de myélome au diagnostic. Il y a quelques faux positifs, les patients qui ont une faible expression de l'exokinase, mais c'est moins de 10% des patients. Donc, c'est une imagerie qui est robuste pour la cartographie de la maladie et puis qui a démontré une valeur pronostique par l'obtention d'une réponse métabolique complète en fin de traitement. Il y a deux essais importants. L'étude IMAGEM, qui était une étude ancillaire de l'étude IFM 2009 dont on a parlé, qui comparait IRM à PET scan et qui a montré que le PET scan était plus fort en termes pronostiques que l'IRM. Bon, ce n'était pas un scoop, mais en tout cas, c'était même en multivarié aussi fort que la cytogénétique, enfin un poids pronostique de la réponse métabolique très fort dans IMAGEM. Et puis, plus récemment, à l'heure du DARA, dans l'essai Cassiope, étude ancillaire à nouveau de la valeur pronostique du TEP scan, et là aussi est confirmée la valeur de le pronostic de la réponse métabolique sur la survie sans progression, et puis aussi la valeur de paramètres au départ, et on sait qu'une présence au départ d'une maladie extramédulaire ou d'une maladie paramédulaire, d'avoir des plasmocytomes paraosseux, ça a un impact indépendant pronostic. Donc, c'est vrai que la TEP, c'est une imagerie non invasive, alors chère aussi, qui pose un problème d'accessibilité, et puis d'interprétation de l'imagerie. Évidemment, il y a besoin de critères standardisés, internationaux. On y vient petit à petit, mais ça reste pas une technique simple à analyser. On sait que dans le lymphome, il y a des critères de Deauville qui ont été standardisés pour la réponse métabolique. Ces paramètres fonctionnent dans le myélome, mais il y a probablement un effort de standardisation à faire. Et on le voit bien, il y a une vraie complémentarité avec la maladie résiduelle, et l'une technique, le TEP scan ne remplacera évidemment pas la maladie résiduelle, mais apporte quand même des données complémentaires. On a quelques patients discordants qui vont être en réponse médulaire NGS négative, mais garder des fixations en PET scan en fin de traitement. Et les Espagnols, Bruno Paiva avait montré que pour ces quelques patients discordants, RC médulaire fin de traitement, mais avec gardant des images pathologiques, il y avait des rechutes extramédulaires plus fréquentes. Donc, je pense qu'on s'adresse à une minorité de patients, mais c'est sûr que l'imagerie PET corps entier apporte sûrement des informations complémentaires sur la réponse au traitement. Merci Cyril. Jo, en Belgique, vous utilisez le TEP scan en routine pour le suivi des myélomes? Oui, on l'utilise surtout parce que un PET scan va évaluer la moelle et le corps en sa totalité, et pas avec une ponction de moelle qui est faite à un seul endroit. Et d'où l'analyse et les résultats dépendent ici quand même de la qualité de ce prélèvement. Je crois que Hervé doit avoir beaucoup de moelles qui sont fort diluées.
où c'est parfois plus difficile de surveiller ou de suivre cette maladie résiduelle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un PET scan remplace une analyse MRD, loin de. Parce que la sensibilité pour détecter un très faible nombre de cellules par PET est quand même pas. Là, le PET n'est pas suffisante. Au Canada, Nizar, l'usage du TEP scan est routinier en complément de la MRD ou c'est des choses indépendantes? Non, c'est routine après l'autographe de moelle osseuse pour les patients plus jeunes. Pour les patients plus âgés, seulement dans le cas si on connaît que le patient a un plasmacytome extramédullaire pour le suivre après 6 mois, après 3 mois. Mais ce n'est pas nécessairement connecté avec la MRD, seulement pour les patients plus jeunes après l'autographe de moelle osseuse, alors 3 mois après l'autographe de moelle osseuse. Et à part ça, nous, on le fait pas routinellement aussi. Mais alors, il y a une question, en tout cas, je n'ai pas saisi la réponse, soit que j'étais un peu distrait, soit vous avez essayé de l'éluder, les amis. C'est si je dois évaluer un malade en termes de réponse et de négativité de MRD, dois-je faire en même temps et la MRD genre NGS et le TEP scan ou c'est au cas par cas? Alors, dans l'étude Cassiopeia, tout dépend en fait le niveau de maladie résiduelle que tu as. Si tu as un laboratoire qui te donne une maladie résiduelle à 10-5, le PET scan récupère quand même un nombre significatif de patients qui restent positifs en PET scan. Si tu as un laboratoire qui te donne une maladie résiduelle à 10-6, je crois que dans l'étude, Cyril, tu me diras, mais je crois qu'il n'y a que 2 patients en fait qui étaient MRD- par NGS et qui restent positifs par TEP scan. Donc, en fait, ça dépend de la sensibilité de la maladie résiduelle que tu fais. Cyril, tu es d'accord? Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est seuil 10-6, le PET scan récupère très peu de patients. Ok. Alors, Oui, ça va. Oui, Nizar. Même avec 10-5, il n'y avait pas une différence de survie totale, non? Avec les patients qui avaient le NGS négatif, PET scan positif, il n'y avait pas une différence, je me rappelle bien, les résultats. Pour les patients discordants, s'il y avait une différence en survie sans progression, mais je pense que c'était très peu de patients, on n'avait pas de… Les patients discordants, c'est en fait très très peu de patients et on n'a pas de données de survie sans progression pour ces patients. Oui. Alors, ça revient pour le point que Mohamed nous a demandé. Il faut faire les 2 tests ou non? Mais, si on prend les études qu'on a à ce moment-là, il faut dire non, on n'a pas besoin. En l'absence d'un plasmacytome extramédullaire. Oui, alors je vais clarifier ma question. Un scénario classique, à savoir, vous avez un malade qui au diagnostic a un PET scan qui allume partout. Alors, je suis désolé, on ne va pas prendre la question sur les SUV parce que ça va encore compliquer le débat. Et ce malade est traité selon les règles de l'art. On fait un NGS ou un NGF et on trouve, quel bonheur, une maladie résiduelle négative à 10-5. Sachant que quand même, le PET scan était quand même assez positif et il allumait un peu partout. Ma question, Cyril, est-ce que ce malade-là, je lui fais un PET scan de contrôle ou je suis très content avec ma MRD négative à 10-5? Moi, je reviens un petit peu en arrière, mais je ne suis pas très à l'aise avec ces questions-là parce que la question à laquelle on répond avec cette évaluation de fin de traitement, c'est finalement quel est l'impact, quel est le pronostic du patient. Et encore une fois, pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose et il y a des essais en cours. Et donc, bon, si le patient est MRD, c'est vrai qu'à Nantes, on va faire une TEP initiale, une TEP de fin de traitement. Il y a une valeur pronostique indiscutable. Et puis, c'est vrai que c'est dans nos pratiques. Oui, mais Cyril, si tu es hors protocole, un patient, on va dire de 60 ans, donc médian, tu lui fais un PET scan en fin de traitement, donc après sa consolidation, et il garde une fixation sur une zone accessible à la radiothérapie, par exemple. Tu vas pas être tenté quand même d'aller lui mettre un peu de rayon sur, je sais pas, sur un os long ou sur une côte.
tu dis, ben, c'est pronostic, je le surveille simplement. Ou les autres d'ailleurs, hein, je parle. Non, non, c'est vrai, jusqu'à présent, on n'a pas irradié des lésions résiduelles. C'est vrai qu'on embraye sur la maintenance comme si, mais de la même manière que le patient était MRD plus ou moins en fin de traitement, on embraye sur notre maintenance classique. Non, mais enfin, juste, enfin, je partage ce que dit Cyril. Et pour revenir sur le point d'Hervé, j'ai bien en mémoire un patient comme ça qui avait une fixation résiduelle et qu'on n'a pas irradié et qui a rechuté là, en fait. Et donc, reposant la question, est-ce qu'on n'aurait pas, justement, est-ce qu'on ne l'aurait pas fait, quoi. Mais bon, au bout du compte, c'est la même discussion que celle du modifie-t-on le schéma thérapeutique selon la MRD dans la moelle ou selon la TEP, quoi. Maintenant, je voudrais juste dire une chose, on peut regarder, bien sûr, la TEP, c'est un examen complexe en soi, mais les plus vieux d'entre nous se rappellent quand même d'une époque où on ne discutait pas vraiment le fait qu'un patient qui était suivi pour myélome avait à peu près une fois par an un bilan radiologique osseux. Donc, pourquoi voudrait-on… Avec une sacoche de radio qui pèse à peu près Exactement, 3 et kilos. qu'on comparait à la sacoche de l'année d'avant. Pourquoi ne voudrait-on pas juste considérer que le TEP scan est aussi une façon moderne d'évaluer l'os des gens et qu'elle intervient à un terme. Alors après, est-ce que c'est une fois par an, une fois tous les 24 mois ou que sais-je, mais on peut aussi le regarder comme ça. Et puis, dans la pratique de tous les jours, enfin, en tout cas dans la mienne, j'ai quand même, on a une TEP de départ, euh, on contrôle la TEP en fin de traitement, voilà, ou de temps en temps. Et puis il y a toujours un moment où le patient dit j'ai un peu plus mal au dos et on regarde et on se dit que la dernière, elle a été faite 12 mois avant et on se dit que c'est pas une mauvaise idée d'aller la vérifier. Donc en gros, enfin, la pratique, en tout cas la mienne, c'est un peu celle-là, même si elle est très imparfaite. Mais… Moi, je partage totalement cette approche un peu libérale parce que malgré tout, c'est quand même des examens. Alors certes, c'est pas tout à fait de l'imagerie, c'est plutôt fonctionnel. Oui, Enfin, quand même, ça apporte beaucoup d'informations. Alors, justement, par rapport on va peut-être passer du TEP scan ou peut-être d'autres outils qui sont en train d'arriver. En tout cas, on entend de plus en plus parler de spectrométrie de masse. Et Hervé, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la spectrométrie de masse et où nous en sommes aujourd'hui par rapport justement à la MRD, Clonosec et au TEPSCAN, par exemple? Alors effectivement, ça a beaucoup le vent en poupe actuellement. Dans tous les congrès, maintenant, tout le monde parle effectivement de la mass spec ou la spectrométrie de masse. Donc en fait, le principe, il est relativement simple, il n'est pas nouveau, il est ancien. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sang, vous avez plein de protéines qui circulent. Et donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de mal, on travaille sur le sang et on va repérer en fait l'immunoglobuline monoclonale, la découper et l'analyser en fonction de son poids moléculaire. Donc, aujourd'hui, il y a une technique particulière qui est utilisée qui s'appelle le MALDI-TOF. Alors, c'est assez facile, c'est répandu dans beaucoup d'hôpitaux. Très honnêtement, je crois c'est quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous donner une mesure de la maladie résiduelle qui aura une sensibilité entre l'immunofixation et la maladie résiduelle à 10-5. C'est-à-dire, en gros, ça va être entre 10-4 et 10-5 à peu près, quoi. C'est pas extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. L'avantage, c'est qu'on peut le répéter, le faire tous les 3 mois, par exemple, et peut-être ça pourrait être intermédiaire chez un patient qui reste MRD+, peut-être jouer là-dessus. Et après, il y a d'autres techniques, mais qui sont pour l'instant plus du domaine de la recherche, où là, on va séquencer la protéine monoclonale, mettre au point des peptides radioactifs correspondants pour mesurer. Et là, il y a eu un papier publié auquel on a participé qui montre des résultats qui ne sont pas très loin de la MRD à 10-6, mais c'était 40 patients, donc il faut attendre. Mais aujourd'hui, en routine, je crois que c'est quelque chose qui est intermédiaire. Non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Si on peut atteindre le 10-6 avec ces nouvelles méthodes, c'est presque révolutionnaire, je dirais, pour les malades et pour la pratique de routine.
Quelle est la situation au Canada? Vous avez de l'expérience avec la spectrométrie de masse, Nizar? Seulement dans un contexte de recherche, mais pas pour de routine. Mais je posais une question à Hervé. Alors, tu ne crois pas les papiers de Chicago qu'ils ont publiés avec le MALDI-TOF? Ils ont trouvé une discordance aussi avec le NGS et avec le MALDI-TOF. C'est un peu intéressant parce qu'ils ont publié qu'il y avait, si je me rappelle bien, 9 patients qui étaient NGS négatifs et positifs avec le MALDI-TOF. Et 3 de ces 9 patients, ils ont rechuté dans un an. Et il faut dire, un de ces patients-là, il a rechuté aussi avec le NGS quelques mois plus tard. Alors, ce que Cyril disait auparavant, le problème de NGS, c'est parfois le prélèvement. Si tu prélèves une zone déterminée, le MALDI-TOF pourra vous aider dans ce contexte. Tu penses que c'est… Non, mais je pense que la cytométrie, pas la cytométrie, la spectrométrie de masse va dans l'avenir prendre une place extrêmement importante. L'utilisation précoce, c'est pas très utile parce que la protéine est toujours là compte tenu de la demi-vie. Mais chez les patients qui sont en maintenance ou voire même qui n'ont plus de traitement, faire un suivi par MALDI-TOF est sans doute quelque chose qui sera très utile. Et on peut le répéter tous les 3 mois. Et puis, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra détecter de manière plus précoce les rechutes. Mais après, c'est la même question que pour la MRD. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à traiter une rechute moléculaire pour la MRD ou une rechute MALDI-TOF. Voilà, MALDI-TOF. Voilà. Aujourd'hui, c'est toujours l'éternelle question. Hein, c'est comme dans le myélome indolent. Est-ce que traiter plus tôt rend service aux patients ou pas? Et aujourd'hui, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de réponse à ça. Il y a aussi d'autres techniques sur le sang. Hein, donc, on peut aussi surveiller l'ADN circulant. Quelle est votre opinion sur ça, Hervé? Alors, nous, on avait testé l'ADN circulant, mais encore une fois, en utilisant la technique clonoSEQ, donc en regardant pas les mutations, mais en regardant simplement le réarrangement clonal des chaînes d'immunoglobulines. Et on avait trouvé une sensibilité extrêmement mauvaise. C'est-à-dire que tous les patients qui étaient, même avec une MRD à 10-4, étaient négatifs dans le sang. Bon, après, on ne l'a pas regardé sur les mutations, par exemple. Alors, peut-être que ça marche. Nizar a sûrement des choses là-dessus. Moi, on a arrêté ça, en tout cas. C'est un problème aussi avec les mutations parce que tu dois faire une séquence très deep. Vous allez faire de 100 000 X, de 100 000 X pour faire les résultats et ça devient très cher. C'est pas pratique. Alors effectivement, tu dis deep, donc c'est profond, et il y a un collègue qui m'a fait remarquer tout à l'heure que j'avais mal traduit le disease burden, qui doit être traduit par le fardeau de la maladie. Donc je remercie le collègue, et vous voyez, ils sont attentifs les gars, hein, il m'a envoyé un SMS. Donc c'est pas que j'étais impoli, mais je regardais, je lisais mes SMS. Là, pour les 10 minutes qui nous restent, je vais vous confronter à quelques scénarios cliniques de base et voir un peu quelle est votre attitude les uns et les autres. Donc, je reviens à ce fameux malade du professeur Facon, hein, qui a 80 ans, qui est traité de manière fantastique par le Dara Lendex et qui, à 1 an, est vraiment très fatigué. Alors, il est en RC, hein, selon les critères anciens classiques de Cyril. Il est en RC, mais bon, il est fatigué, il en a ras-le-bol, enfin, il a des effets secondaires du lénalidomide, et il veut arrêter. Et il dit, professeur Facon, est-ce que je prends des risques à arrêter parce que j'ai envie de vivre encore, voir mes petits-enfants, etc. Mais j'en ai ras-le-bol de ce traitement. Est-ce que la MRD ne pourrait pas te rassurer, Thierry, chez ce malade à dire, bah, s'il est MRD négatif, je vais peut-être lui fichtre la paix et je le revois dans 6 mois? Alors c'est, enfin, tel qu'énoncé, si tu me dis, il est en RC, il est à 1 an et il ne tolère pas bien, et tu as dit il ne tolère pas bien le lénalidomide, ce qui finalement, il pourrait aussi pas tolérer bien la dexaméthasone, mais enfin, on sent bien que c'est pas, dans ce scénario, c'est pas tellement le daratumumab qui le fait mal tolérer. Je pense que ce patient, en fait, moi,
j'arrêterai le lénalidomide je le laisserai sous daratumab seul. Et tel qu'énoncé. Et je suis. Et s'il dit qu'il ne veut plus non plus, alors parce que pourquoi j'ai dit le lénalidomide? S'il dit qu'il veut rien, s'il dit qu'il veut. Le lénalidomide, on a 70% quand même des malades en entretien qui disent être fatigués. C'est Oui, quand même pas rien. Mais et le daratumab, c'est les voyages à l'hôpital parce qu'il habite un peu loin de chez toi. Bah, il fait du daratumab une fois, il a une sous-cutanée par mois finalement. Bon, donc c'est pas un burden très important celui-là, où il est acceptable. Donc moi en fait, je crois que ce patient-là, je lui ferai pas démerder. Je dirais vous êtes en RC et j'arrêterai le lénalidomide et la dexaméthasone. Enfin, je dis ce que je ferai. Hein. Je dis pas que je ferai bien. Je dis ce que je ferai. Mais c'est l'intérêt du scénario. Alors maintenant, si on était à lui faire un myélogramme, si on vérifiait qu'il était négatif à 10,5 ou 10,6, je prendrais cette décision encore un peu plus volontiers. Enfin, je la trouverais encore plus acceptable, mais même avec la bonne vieille RC, je la trouve médicalement acceptable dans le contexte. Cyril, tu ferais la même chose? Oui, je crois que j'arrêterais peut-être même sans proposer de myélogramme et de MRD dans ce contexte. Et je réfléchirais même peut-être, oui, à continuer le DARA ou pas, parce que, alors, c'est pas du tout la même chose, mais je me disais que le Cassiopée, finalement, DARA traitement, puis DARA tout seul, ça n'a pas apporté de plus et que peut-être que poursuivre le DARA monothérapie et peut-être pas, donc peut-être que j'arrêterais tout, en fait. Je sais pas. Joe, tu arrêterais tout, tu fais quoi? Oui, je vais probablement aussi arrêter le Revlimid, mais je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais en cas d'une maladie associée à un risque élevé. Donc, si tu as aussi une délétion du 7P au diagnostic, peut-être dans ce cas-là, je vais quand même essayer de continuer. Tu veux le forcer à continuer s'il est délétion 17P, quoi. Par exemple, hein, par exemple. En tout cas, le convaincre, parce qu'on ne peut pas forcer les malades. Nizar, tu ferais quoi? Je vais discuter avec lui des résultats de la MRD et l'offrir une biopsie de moelle osseuse, s'il est d'accord. Parce que s'il est vraiment MRD positif, il a un risque qui est plus grand de rechuter. Parce que c'est difficile, quand on dit 80 ans, c'est différent. Un patient qui me dit 80 ans, je ne vais plus rien faire. Si je meurs à 85 ans, je serai très content. Mais un autre patient qui me dit que pour moi, 80 ans, je suis très jeune, je joue le golf chaque deux jours, je voyage. Alors, c'est difficile de juger seulement avec l'âge. C'est l'âge fonctionnel aussi, non? Mais pour sûr, je lui donne les données de MRD, je discuterai avec lui. Et s'il veut vraiment arrêter, comme disait le professeur Facon, Thierry et Joe, j'arrêterai le Revlimid en premier, au moins abaisser la dose ou la durée du traitement, 2 semaines au lieu de 3 semaines, par exemple. La raison pour laquelle j'évoquais ça, c'est que quand même dans Maya, il y a… Alors, ces analyses-là sont toujours loin d'être parfaites, hein, mais il y a quand même eu des analyses faites sur des gens qui avaient interrompu le lénalidomide en gardant le daratumumab. Et alors, c'est presque toujours survenu dans la situation dont tu parles, en fait, après quand même au moins 6 mois, 12 mois, 18 mois de traitement. Et ces gens vont plutôt bien quand même, en fait. Ils se différencient pas véritablement, et notamment dans la condition que tu as évoquée d'obtention d'une très bonne réponse, ils ne se différencient pas vraiment des gens qui sont sous traitement totalement continu, quoi. Mais tu restes quand même en faveur de garder un peu de traitement. Moi, je garderai un peu de DARA, mais bon, voilà, je ferai comme ça, mais je ne dis pas que… Alors alors pareil, hein, mon rôle, c'est d'être un peu l'avocat du diable. Tout à l'heure, on n'arrête pas de m'expliquer qu'il faut de la evidence-based pour utiliser la MRD, etc. Et là, tranquillement, tu me dis, bon, je mettrai un peu de DARA. Elle est où la evidence-based ici? Ah non, je dis que t'es pas juste. Tu me dis, je prends un patient. Mais non, mais tu me cherches. Non, mais tu me cherches vraiment. Tu me dis, je prends un patient de 80 ans. Il arrive à 1 an, il est épuisé, il tolère très mal, il est en RC. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais quand même pas te dire. Je lui dis, taisez-vous et continuez. Donc, j'entends ça. Je pense que quand des gens sont épuisés sous DRD,
alors, s'ils sont encore avec de la dexaméthasone et du lénaligdomide, je pense que c'est plus ces médicaments-là qui les épuisent que le daratumumab. Et donc, je trouve qu'un an, c'est pas un temps d'exposition au traitement qui soit très long. Je trouve qu'il a eu un bon résultat et je trouve qu'en enlevant, ça mérite un essai de retirer finalement le lénaligdomide et la dexaméthasone. Peut-être que 6 mois après, je ferai autrement si soit le patient continue de pas aller bien, soit le patient est plus tout à fait un RC, etc. Enfin, à cet instant-là, je fais comme ça. Maintenant, Allez, je vais vous confronter à un autre scénario qui est en fait un scénario qui nous a été posé par un membre de l'auditoire. Là, cette fois-ci, on va prendre un malade jeune de 56 ans qui a eu le traitement d'ARA-VTD, approuvé par l'EMA, la FDA, en induction, autogreffe, consolidation, et on a mis lénaligdomide d'entretien. Alors jusque-là, on est vraiment parfaitement dans les clous. À 1 an, ce malade, alors lui, c'est le problème, vous savez, la diarrhée. Certains malades, et malgré tous les traitements symptomatiques, ce malade un peu n'en peut plus. Cette malade me dit bon, moi je vais arrêter. Or, bien évidemment, je suis pas à l'aise parce que 1 an d'entretien, c'est peut-être pas assez. En tout cas, on n'avait pas démontré. Alors moi, ma tendance, c'est de dire je veux me rassurer en tant que docteur et je lui fais la MRD. Et là, la MRD, elle est soit négative, soit elle est positive. Si elle est négative, je me sens un peu plus à l'aise d'arrêter. Si elle est positive encore avec DARA-VTD, auto et conso et entretien, quelle est votre attitude sur ce scénario-là, Cyril? Mais en fait, sur ces motifs d'arrêt, c'est-à-dire le patient en très bonne réponse, qui ne tolère plus le réveil en maintenance, et on en voit évidemment beaucoup comme ça. Puis quand on regarde les données de la méta-analyse, près de la moitié des patients arrêtaient au bout de 2 ans pour effets secondaires, cytopénie. Et je pense qu'effectivement, la MRD va nous rassurer, va me rassurer en me disant elle est toujours en 10-6, bon, mais ça ne changera pas tellement la nécessité d'arrêter le lénaligdomide, puisque on sait bien que on n'est pas doué sur les traitements de cette diarrhée sous-imide. Et donc, bon, c'est un nouveau facteur pronostic qui rassure le patient, le médecin, mais finalement qui, jusqu'à aujourd'hui, et encore plus dans ces situations d'intolérance, ne nous aide pas tellement finalement pour l'arrêt. Mais Cyril, si ton patient il garde une maladie résiduelle élevée, 10-3, 10-4. Et en fait, je pense que sous maintenance, la maladie résiduelle, de toute façon, si le patient poursuit la maintenance, il aura une meilleure survie sans progression, qu'il soit toujours un peu positif ou négatif. Peut-être même que les patients MRD nèguent au bout d'1 an de maintenance, continuer la maintenance, c'est sûrement mieux que de l'arrêter. Je pense que c'est la vertu du traitement continu. Et donc, c'est sûr que si cette patiente qui arrête pour des troubles digestifs importants est en MRD positive, je vais me dire qu'elle va réévoluer encore plus vite si j'arrête la maintenance, mais j'aurais du mal à la convaincre de continuer à avoir une qualité de vie altérée. Bon, donc tu switches vers un autre médicament. Je crois que j'arrête le Revlimid chez elle, faute de pouvoir le continuer, en la surveillant de près, peut-être d'encore plus près si elle a MRD positive, et lui proposer un traitement B lorsqu'elle aura des critères de progression. Ok, Nizar? Je vais lui offrir le cholestéramine, c'est la pas essayé, parce que pour moi, ça fonctionne très bien avec les patients. Pour vrai, c'est un peu magique avec quelques patients avec la diarrhée du Revlimid. Mais à part ça, si elle est MRD négative, je serais un peu plus rassuré. Si elle est MRD positif, changer le traitement pour faire quoi? Les études avec l'hexazomib, ils ne sont pas positifs. Avec le Velcade, on a des études qui sont comme ci, comme ça, des rétrospectives qui ne sont pas très convaincants. Alors, j'essaierai de convaincre de rester avec le Revlimid si c'est MRD positif. À part ça, comme disait Cyril, faire la surveillance qui est très stricte. Et en Belgique, Joe? Quelle est l'attitude belge face à cette malade? Oui, il faut que je m'adhère un peu aux autres. Il donne des frites. Avec du mayonnaise. La bière. Et la bière.
Je vois bien que vous avez faim, les amis, parce qu'entre frites, bière… C'est un message subliminal, ça, en fait. Bah, écoutez, c'est parfait, il est pile poil 19h30, donc on n'avait pas prévu d'aller plus loin. Vous avez été vraiment formidables. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de vous tous, les amis, et vous avez fait l'effort, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de faire toutes ces émissions en anglais. Et donc, bah, voilà, il va falloir qu'on retrouve l'usage de la langue française. C'était un exercice passionnant. Il y a encore beaucoup de questions en fait qui restent non résolues, mais en tout cas, c'est ça qui est excitant parce que clairement la MRD a l'air d'être le sujet chaud du moment. Comme les choses sont bien établies dans la LAL, dans la LAM, dans le lymphome, dans la LLC, j'ai du mal à imaginer que le myélome, lui, va échapper à cette règle, même s'il nous faut un peu peaufiner les techniques, les seuils, la fréquence et puis le bon timing. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci notamment aux malades, au groupe de malades qui suivent toute cette actualité de près. On est toujours à l'écoute. Et puis, bah, j'espère vous retrouver tous très rapidement dans une autre émission, soit virtuelle, soit en live bientôt. On a des congrès qui arrivent, la SFH, le COMAI et puis d'autres événements. En attendant, voilà, je vous souhaite une excellente soirée, bon appétit et puis à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Merci.